Et moi, je vais vous prendre un autre exemple que j'ai trouvé assez déroutant, qui est la lecture d'un article d'un journal de la presse féminine chez le dentiste, comme il se doit, et dont le titre était « Être gentil est bon pour la santé ». Et ça m'a quand même assez scotché parce que ça s'appuyait sur je ne sais plus quelle étude faite sur la base de je ne sais quel paramètre et qui montrait que si on était gentil, on allongeait son espérance de vie. Et je dois dire que j'ai été assez choquée parce que ça pose tout de suite en creux la question suivante. Si demain une autre étude nous montre qu'être méchant réduit votre risque de sclérose en plaques, quelle conclusion faudra-t-il en tirer? Donc il y a là quand même une vision utilitaire, une espèce de récupération qui, je trouve, extrêmement troublante et j'irais jusqu'à dire qui personnellement me choque beaucoup parce qu'elle ramène la notion de gentillesse à une espèce de moyen possible, au même titre que 2 heures de jogging ou de réduire les matières grasses au service de votre bien personnel. Donc il y a quand même une contradiction par rapport à l'essence même de la gentillesse qui est assez scotchante et qui est une espèce de bruit de fond assez fort. Si vous faites attention notamment au discours sur l'altruisme, il y a beaucoup de choses qui relèvent de ça. Soyez gentil avec les autres, c'est bon pour vous. Donc il y a là un paradoxe que je trouve assez stupéfiant personnellement. Donc cette précaution oratoire étant faite, je vais quand même me placer sur le terrain de l'utilité puisque c'est quand même l'angle dont on parle ce soir, donc reformuler un peu la question plutôt pour le bien de l'entreprise, est-il bon pour un manager d'être gentil ou méchant? Et pour cela, je vais, comme j'aime à le faire, prendre des exemples de personnages littéraires. Et le premier personnage littéraire auquel j'ai pensé qui illustre cette question de gentillesse au travail, c'est un personnage que j'aime beaucoup, qui est créé par Jules Romain dans son roman Fleuve, Les hommes de bonne volonté, qui est une très grande fresque de la société française du début du XXe jusqu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale, avec vraiment une plongée dans toutes les catégories de la société. Le prolétariat, le clergé, l'aristocratie, la bourgeoisie, tout y passe. Et il y a un personnage central qui est un autodidacte génial qui crée un empire financier international à partir de rien et qui s'appelle Avercamp. Et vous allez voir que Avercamp se range clairement du côté des gentils. Et je vais vous lire un court extrait qui se passe en fait au début de son ascension, alors qu'il est encore très modeste, et qu'il fait le bilan de son premier recrutement, donc le recrutement de son premier salarié. Le choix de Vasem n'a pas été une sottise, ni l'expérience de lui confier une tâche qui semblait fort au-dessus de son âge. En cette matière comme en d'autres, Avercamp se défend de classer les êtres suivant l'opinion courante. Il se laisse plutôt guider par son flair ou par ce qu'il a personnellement observé. À son avis, l'utilisation qu'on peut faire des gens est quelque chose de fort élastique, surtout quand ils sont jeunes, et leur précocité plus grande qu'on ne croit. Ils s'habituent à la responsabilité que vous leur donnez après un temps de flottement dont il vous appartient de mesurer les risques. L'incapacité des subordonnés est souvent entretenue par le chef et l'enfantillage des enfants par les grandes personnes. Avercamp a regardé faire les chasseurs de restaurants ou d'hôtels. Ces gamins, à l'âge où d'autres jouent aux billes, remplissent avec exactitude, parfois avec subtilité, des missions qui ne sont pas toujours commodes. Vasem commet des erreurs, des inadvertances. Elles se trouvent pour Avercamp plus que compensées par l'avantage d'avoir près de lui un collaborateur alerte à l'esprit vivant. Donc moi je trouve qu'on a là un beau portrait de manager gentil. Vous voyez qu'il n'entre aucune mièvrerie. D'ailleurs, il y a quelque chose de là aussi qui m'attriste un peu de devoir toujours se justifier quand on parle de gentillesse pour dire non, mais il n'est pas mièvre pour autant. Mais c'est comme ça. Donc son comportement, il est fait de bienveillance, mais aussi de curiosité vis-à-vis de l'autre. Et ça, c'est une notion que j'aime bien parce que pour repérer le potentiel, même chez ces petites gens, qui sont souvent invisibles, encore faut-il avoir la curiosité de les regarder. Donc il y a aussi cette dimension de curiosité. Il y a évidemment l'individu
l'indulgence avec le fameux droit à l'erreur qui est très à la mode. Et puis, il y a quand même une vraie, et quand je dis vraie, je veux dire sincère, confiance en l'autre. Et ce qu'on voit très bien dans le roman, c'est qu'en l'occurrence, ce jeune Vasem, il va véritablement l'élever, puisque quand il le repère, le jeune Vasem, il est assistant d'un peintre en bâtiment, dont il est censé nettoyer les pinceaux, et on peut pas dire que la conscience professionnelle l'étouffe beaucoup. Donc c'est vraiment le regard de Avercamp sur lui et la confiance qu'il lui fait qui lui permet de se révéler et de s'élever à une toute autre stature. Donc j'aime bien cette figure de Avercamp. Et pour faire un parallèle avec un regard plus contemporain, alors vous allez voir que moi je suis une adepte farouche, frénétique de la théorie Y, citée par Bruno tout à l'heure. Je ferai le lien avec une étude de Google il y a quelques années réalisée auprès des salariés de Google, des équipes de Google, et qui visait à repérer les déterminants des équipes performantes. Comment rend-on une équipe performante? Qu'est-ce qui distingue une équipe très performante des autres? Alors comme il s'agit de Google, vous imaginez bien qu'ils ont trituré beaucoup de data dans tous les sens, qu'ils ont envisagé des hypothèses très nombreuses, et finalement, ce qu'il en est ressorti de façon très claire, c'est que les équipes les plus performantes se distinguaient par ce qu'ils ont appelé en anglais « psychological safety », qui a d'ailleurs été traduit parfois en français par « gentillesse », donc cette espèce de mélange de respect et de confiance mutuelle qui permettait aux individus au sein d'une équipe de prendre le risque d'exposer leur point de vue sans tout de suite se mettre en danger ou se faire traiter d'abrutis, d'exposer leurs propres faiblesses pour que les autres puissent en tirer des enseignements, etc., etc. Donc là encore, c'est Google qui le dit. Ce qui rendait le collectif performant, c'était la présence de cette sécurité psychologique qui finalement permettait à l'ensemble d'être beaucoup plus performant. Donc j'ai été un peu surprise qu'elle ait pas fait plus de bruit. On peut dire aussi que c'est la montagne qui accouche d'une souris, qu'on s'y attendait un peu, mais du coup je reviendrai là aussi à la remarque de Bruno. Si moi j'étais actionnaire et que je rencontre un directeur général qui me dise mon objectif numéro 1 c'est que mes salariés soient heureux, moi je mettrais tout mon argent dedans parce que je serais persuadée que mes salariés heureux vont travailler beaucoup mieux et me rapporter beaucoup plus d'argent. Et je le ferais peut-être d'ailleurs même si je pensais pas qu'ils allaient me rapporter plus d'argent, mais c'est un autre sujet. Voilà. Alors, voilà pour la première chose. Donc moi, je l'affirme avec force, il faut être gentil avec ses collaborateurs. Ce que nous montre aussi Avercamp, c'est qu'il faut aussi être gentil avec ses partenaires. Et ça, on le voit dans un autre passage qui se situe cette fois beaucoup plus loin dans le livre. Cette fois, il est devenu très riche, il a beaucoup de succès et donc il veut se faire construire un hôtel particulier à la hauteur de sa fortune. Et dans son entourage, on lui conseille de s'appuyer sur un jeune architecte très en vogue que le tout Paris se dispute. Et Avercamp rentre dans une colère noire parce qu'il explique que lui, il travaille main dans la main avec un autre architecte depuis 15 ans, que cet architecte-là, il lui a confié son premier gros projet qui était la construction d'une ville d'eau, qu'ils ont en fait partagé beaucoup de choses ensemble, des soirées d'angoisse, des réussites, et que lui, il placerait ça sur le registre de la trahison. C'est-à-dire que pour lui, il y a un devoir de loyauté vis-à-vis de ce compagnon des premières heures, qui fait qu'il balaye complètement du revers de la main l'idée de s'accompagner d'un nouveau partenaire. Et je trouve que là aussi c'est très intéressant parce que Avercamp n'a rien d'un naïf, c'est-à-dire qu'on le voit à plusieurs reprises au cœur de négociations d'affaires, où on voit qu'il maîtrise parfaitement les ficelles de la psychologie de la partie adverse, qu'il est tout à fait à même d'être parfois à la frontière de la manipulation quand il s'agit de transactions commerciales. Donc c'est pas du tout un bonnet ou un naïf. Cependant, ce qu'on voit ici, c'est qu'il a aussi une vision très claire de ce qui est non négociable pour lui, donc des règles éthiques très claires, et que par ailleurs, il revendique très fortement le fait de mettre du sentiment dans les affaires. Et ça, je trouve que c'est une idée qui est intéressante, c'est-à-dire au passage d'ailleurs, il signale que si lui-même avait un refaire de fortune un jour ou l'autre,
Il sait qu'il pourrait aller voir ce même architecte et s'appuyer sur lui. Donc cette idée de sentiment dans les affaires, ok, on est partenaire d'affaires, mais on est soudé par des choses beaucoup plus fortes, dont ce devoir de loyauté. Donc Avercamp, comme Google, nous invite à être gentils avec nos collaborateurs et aussi avec nos partenaires. Alors, pour aller un peu au-delà, j'ai voulu quand même chercher des situations un peu plus épineuses, et j'en ai trouvé une qui me semblait intéressante, qui me permettait aussi de vous parler d'un autre roman plus récent, qui est cette question un peu compliquée: est-ce qu'il faut être gentil même si on travaille dans un environnement où la méchanceté est érigée en règle, d'accord? Ou est-ce qu'il faut, au contraire, s'aligner sur le comportement des autres? Et pour ça, je vais vous lire un extrait d'un roman italien très récent qui s'appelle La vie en temps de paix, de Francesco Pecoraro, et qui est donc, le titre vient du fait que l'auteur est né dans l'immédiate après-guerre, donc c'est un peu une fresque là aussi des 70 dernières années de l'Italie. Et c'est assez noir, certains l'ont un peu comparé à Houellebecq, mais c'est très brillant et c'est passionnant. Et donc l'extrait que je vais vous lire montre le moment où le personnage principal, qui s'appelle Brandani, et qui est architecte urbaniste et qui travaille à la ville de Rome, prend ses fonctions donc à la ville de Rome, hein, sachant que c'est un métier qu'a exercé l'auteur, donc on peut faire l'hypothèse qu'il s'appuie pour une bonne partie sur sa propre expérience. Et donc, notre cher Brandani prend ses fonctions dans une situation dramatique, puisque la ville de Rome connaît des inondations terribles, et c'est à ce moment-là qu'il arrive et qu'il prend ses fonctions. Le délégué, un homme minuscule, guindé, avec une petite voix nasillarde, lui fit un signe de la main. Routes inondées, trous, accidents, entretiens médiocres, nouvelles interventions mal exécutées, détérioration précoce, protestation des citoyens, avaloir bouché. Avec toutes les actions en justice que nous allons perdre, ce sera à nous de réparer les dégâts. Autant de fonds que nous aurions pu utiliser autrement. Et jusqu'ici, je n'ai parlé que de routes. Le délégué continuait méthodiquement à donner la liste des défaillances d'une petite voix plaintive, pleine d'acrimonie. Brandani, qui depuis quelques minutes n'arrivait déjà plus à le suivre, sentit soudain monter une vague de panique. Il fut envahi par un sentiment de culpabilité profond et ancestral. Ce fut comme un reflux de péché originel qui produisit chez lui une bouffée de chaleur puis une sueur froide. Ces gens en ont après moi parce que maintenant c'est moi le responsable. Tandis qu'il cherchait son portefeuille dans la poche intérieure où se trouvait une plaquette d'anxiolytique, il se disait à lui-même de réagir. « Du calme, Brando, n'oublie pas que tu es ici depuis 2h30. Toutes ces histoires, ces défaillances, etc., ils ne peuvent pas te les coller sur le dos. Tu comprends ça, pas vrai ?» Il poursuivit à haute voix ce raisonnement en disant « Oui, monsieur le délégué, nous essaierons de faire le nécessaire au plus vite. Par ailleurs, vous le comprendrez, je ne peux pas encore être parfaitement au courant de la situation. » Il luttait contre la panique, les aisselles trempées de sueur. Les autres restaient sans rien dire et lui lançaient un regard très efficace, qui voulait dire un tas de choses. « Tu sors d'où ? Oui, nous t'attendions au tournant, et maintenant tu es dans le tournant. Qu'est-ce que tu veux y faire, mon con ? Tu es quel genre de poisson ? Nous ne te faisons pas confiance, ne te berce pas d'illusions, nous ne te ferons pas de cadeaux. Tu es entre nos mains, c'est à nous que tu devras répondre de chacune de tes décisions. » Mais dans l'ensemble, il y avait dans tous ces regards ce que Brandani, lui qui était muet, avait désormais complètement cédé à la panique et attendait que son anxiolytique fasse effet, pensait être une autre évidence indiscutable. Nous sommes médiocres et méchants. Pour nous, tu n'es qu'un parmi tant d'autres. Ne fais confiance à personne ici. Donc c'est un tableau assez sombre, mais que je trouve très très bien écrit. Donc on a vraiment une méchanceté qui est d'une grande violence, hein, puisque il y a d'abord cette mauvaise foi patente, hein, à vouloir lui reprocher des incidents dont il n'a évidemment aucune responsabilité. Il y a cette idée assez odieuse de profiter de sa position d'infériorité, donc quelque chose qui relève d'un bizutage, d'une espèce de lynchage particulièrement nauséabond, un jeu de rôle assez répugnant. Et donc la question qui se pose, c'est que faire si on atterrit, malheureusement, dans ce genre d'environnement ?
Donc déjà, il y a une réponse qui est de prendre des anxiolytiques, ce qui n'est pas très satisfaisant, ou si vous êtes plus fort, de faire de la méditation pleine conscience, qui est certainement infiniment préférable. Mais ce qu'on voit aussi dans le roman, c'est que la tentation de se mettre au diapason, c'est-à-dire de rentrer dans ce jeu sordide de règlement de compte, est totalement vaine. Elle est totalement vaine d'abord pour l'organisation elle-même, puisque en fait, on le verra, ça mène évidemment le collectif dans le mur d'une façon très évidente. Hein. Et là, il y a des passages absolument passionnants sur la mauvaise foi et l'incompatibilité de la temporalité technique et de la temporalité politique, qui prennent un écho, je trouve, particulier avec la tragédie du pont de Gênes, il y a quand même pas très longtemps, hein, dont on sait que apparemment la fragilité était connue depuis 37 ans. Hein. Donc je trouve que la lecture de ce livre en ce moment, on peut pas s'empêcher de faire un lien entre les deux. Donc là, si on se met au diapason, de toute façon, on contribue à une entreprise de destruction. Et puis, bien évidemment, on n'y gagne rien pour soi-même, puisque on en ressort avec un malaise terrible. Donc ce qu'on pourrait résumer comme ça, toute chose égale par ailleurs, autant pouvoir se regarder dans la glace. Donc si on atterrit dans un environnement où la règle est la méchanceté, eh bien, le mieux est de résister à la tentation de participer à ce jeu-là, et évidemment de prendre ses jambes à son cou. Dernier cas particulier qui me semblait intéressant, c'est faut-il être gentil avec votre chef si votre chef est méchant? Donc ça, je trouve que c'est quand même une question un peu tordue, mais qui m'est venue en lisant ce livre, parce que je trouvais qu'il y avait des choses très intéressantes là-dessus. Et je vais vous lire un autre extrait qui se passe en fait beaucoup plus tôt dans la carrière de Brandani, quand il est jeune architecte, qu'il a été recruté par un groupe de BTP international assez prestigieux, donc il est quand même assez content, il a la fougue de la jeunesse, et il est fasciné par son nouveau chef qui s'appelle De Clercq et qui est un manager extrêmement brillant, quoique immédiatement repéré aussi comme potentiellement assez malfaisant. Donc je vous lis le portrait de De Clercq et la réaction de notre jeune Brandani. Sympathique? Non, il n'est pas sympathique, disait-on. Mais au moins, il est efficace. Dans quelque temps, on saura. Avec Stortini, ça ne marchait plus. On disait aussi, ce type, il a un mauvais fond. Au sein des échelons inférieurs, la liste des définitions s'allongeait de jour en jour. C'est un organisateur, c'est un décideur, c'est un pragmatique, c'est un technocrate, c'est un fils de pute, c'est un balèze. On va voir ce qu'il a dans le ventre. Et donc, un petit peu plus loin, vous allez voir la réaction de Brandani, en fait, vue à travers le regard de sa femme. Clara, au-delà des déclarations officielles que faisait régulièrement son mari pour prendre de la distance, avait remarqué que sa transformation était l'évidence même. Il l'avait eue, et pas qu'un peu. Elle le comprenait à la fougue avec laquelle il parlait sans cesse de son travail, l'admiration implicite avec laquelle il évoquait De Clercq et le sentiment qui transparaissait dans ce qu'il disait. Ce fameux chef, quand elle en entendait parler, lui semblait être le connard habituel, arrogant et de droite, dont il vaut mieux se garder. Typiquement le genre de mec que, quand tu ne peux pas faire autrement que d'avoir affaire à lui, tu as intérêt à traiter le plus formellement possible. Voilà du moins la règle qu'elle s'était fixée quand elle tombait sur des autres qu'elle sur son lieu de travail, et on pouvait en croiser un paquet. Donc j'aime bien cette confrontation des regards, hein, la lucidité de Clara qui contraste avec son espèce de fascination quand même pour ce manager assez charismatique. Alors bien sûr que la méchanceté de Clercq à court terme, elle est efficace pour l'entreprise parce qu'il a une espèce de cour comme ça qui se dévoue corps et âme de façon très infantile, mais dans l'espoir de mériter l'admiration ou tout au moins le respect de leur chef adoré. Mais en fait, là aussi, on voit que ça part très vite en vrille puisque cette gentillesse vis-à-vis du chef méchant,
elle se transforme très vite en une forme de servilité, de soumission, d'asservissement. Et il y a cette formule que j'aime bien, il dit il était sordidement satisfait de l'invitation à dîner. Hein. Donc à un moment, le chef l'invite à dîner, et il y a cette espèce de sentiment très puéril, d'orgueil très puéril. Et en l'occurrence, grâce à l'invention romanesque de Pecoraro, ça part véritablement dans quelque chose de très malsain, dans une relation qui le détruit et qui l'amène à partir dans des conditions terribles.